Que se passe-t-il après la mort? C'est le plus grand mystère de l'humanité. Aujourd'hui encore, il reste entier. Alors on se tourne vers ce que l'on ne voit pas. Il y en a qui parlent de paradis, d'enfer. D'autres encore évoquent une renaissance, sous une autre forme. Pour les plus cartésiens d'entre nous, l'homme se cache derrière sa foi pour dissimuler la peur. Après, il n'y a rien. On était poussière et on redeviendra poussière. C'est quelque chose que John Pollock refuse d'entendre et de croire. Nous sommes l'été 1957, et voilà plusieurs semaines que sur les bancs de sa paroisse, les mains jointes, les yeux rivés vers le ciel, il prie inlassablement pour que ses filles reviennent à la vie. Mais reprenons l'histoire depuis son commencement. En 1947, John vit à Bristol avec sa femme Florence. Ils tiennent tous deux une épicerie que John ouvre chaque jour au petit matin, pendant que Florence, parée de son imperméable jaune, livre les bouteilles de lait sous la pluie. À la maison, la mère de John veille sur leur fille Joanna, 1 an. Tous les jours se ressemblent, jusqu'en 1951 où toute la famille déménage à Hexham. Au mois d'avril de la même année, ils accueillent leur deuxième fille, Jacqueline, de 5 ans la cadette de Joanna. À 3 ans seulement, Jacqueline se sent déjà l'âme d'une aventurière. C'est plus une casse-cou qu'une aventurière à vrai dire, et elle a une soif de vivre sans pareil. Un jour, elle se cogne violemment contre une porte et en gardera d'ailleurs une cicatrice. Joanna est plus dans son monde, un monde qu'elle n'hésite pas à mettre en scène lors de pièces de théâtre dont le casting est tout trouvé. Ses jouets. Elle prend également son rôle de grande sœur très à cœur et materne Jacqueline. Durant la semaine, les filles sont principalement élevées par leur grand-mère car John et Florence sont très pris par leur travail. Mais le dimanche, c'est sacré. Et c'est en famille que les Pollock aiment se rendre à la messe, avant d'aller au parc voisin pour jouer à la balançoire et sacrifier leurs cheveux qui devenaient tantôt jaunes, tantôt roses, au gré des envies de leurs artistes de filles. Le 7 mai 1957, le printemps est en place. On profite des rayons du soleil pour se détendre et s'amuser. L'été s'en vient, c'est une période idéale. C'est dimanche. Les fidèles se rendent à la messe. C'est un moment convivial. Chacun retrouve ses amis ou d'autres membres de sa famille. Joanna et Jacqueline, âgées alors de 11 et 6 ans, marchent avec Anthony, un ami, dans l'insouciance que leur offre l'enfance. John et Florence se pressent. Ils veulent de bonnes places à la messe. Les filles les rejoindront un peu plus tard. Si cette journée est magnifique pour beaucoup, elle est très sombre pour une femme en particulier. Une femme qui depuis longtemps pense à sauter la vie. Suite à son divorce et privée de la garde de son fils, c'est emplie de haine et de désespoir qu'elle avale un cocktail de pilules avant de prendre la voiture. Elle jalouse toute forme de bonheur et souhaite détruire tout ce qui se trouve sur son passage. Joanna, Jacqueline et leur amie, qui se promenaient avant de rejoindre la messe, ne voient pas cette voiture qui arrive en trombe et s'engage sur la route. Les sœurs et l'enfant sont percutés. Joanna et Jacqueline Pollock sont tuées sur le coup. La voiture les aurait envoyées dans les airs, comme des poupées de chiffon. Anthony meurt également, plus tard à l'hôpital. Quant à la femme, elle est arrêtée et placée en hôpital psychiatrique jusqu'à la fin de sa vie. Le soleil brille toujours ce jour-là, mais le temps est suspendu. Tous les jours se ressemblaient, réglés comme du papier musique. Désormais, rien ne sera plus jamais comme avant. Les Pollock sont inconsolables. Lorsque des enfants perdent leurs parents, on les appelle des orphelins. Mais il n'existe aucun mot pour définir ce que deviennent les parents qui perdent leurs enfants, tant c'est innommable. L'accident est relayé par la presse, ce qui participe largement à l'inévitable dépression de Florence. Elle démissionne et accroche son imperméable jaune au grenier, où sont entassées les affaires de Joanna et Jacqueline. John, lui, se réfugie dans la prière et garde l'espoir du retour de ses filles. D'une manière ou d'une autre, il en est certain, elles vont revenir. Cette étape du deuil s'appelle le déni. Elle suit le choc. Les mois passent. Et aucun ne parvient à retrouver goût à la vie. Jusqu'à ce que, au début de l'année 1958, Florence tombe enceinte. John est persuadé que ce sont 2 filles, des jumelles. Les examens gynécologiques de l'époque révèlent qu'il n'y a qu'un seul bébé. John est quelque peu déçu et ses croyances sont décidément mises à rude épreuve. Le 4 octobre 1958, 1 an et demi après le drame de leur vie, la petite Gillian vient au monde et quelques minutes plus tard, Jennifer pointe le bout de son nez. Florence et John sont les heureux parents de jumelles.
C'est un nouveau départ pour les Pollock. La famille déménage à Whitley Bay lorsque les jumelles ont quelques mois. Ils veulent reprendre une vie sur des bases plus saines, plus heureuses, loin des souvenirs de l'accident. John regarde ses filles grandir et il en est sûr. Ses prières ont été entendues. Joanna et Jacqueline se sont réincarnées. Ses pensées lui valent bien des disputes avec Florence qui ne croit pas un mot de ce qu'il dit et ne veut rien entendre. Pourtant, John est en droit de le penser et de le croire. Les filles sont de vraies jumelles. Elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau. À un détail près. Jennifer a une tache de naissance sur le front. Lorsqu'elles sont en âge de parler, Gillian affirme se rappeler exactement du jour où sa sœur se serait cognée contre une porte, évoquant alors cette fameuse tache de naissance. Elle mélange en fait la réalité avec des souvenirs qui ne lui appartiennent pas. Quelques mois plus tard, Florence ressort son imperméable jaune pour repeindre une chambre. L'une de ses filles dit alors le reconnaître et évoque les livraisons de lait à Hexham. Gillian et Jennifer n'ont jamais vu cet imperméable sur leur mère avant et ne connaissent pas l'ancien métier de leur mère. Autre fait troublant, les jumelles sont tétanisées par les voitures et ont très peur de traverser la rue. Il leur arrive même de se mettre à hurler. Tout dans leurs faits et gestes rappelle à John et Florence leur fille décédée. Gillian agit comme si elle était l'aînée et elle materne Jennifer. Aussi, elle s'intéresse au théâtre, pendant que Jennifer escalade les arbres et gambade en plein air dès qu'elle le peut. Et les deux ont un intérêt certain pour les teintures de cheveux. Lorsque leur père est au travail, c'est naturellement qu'elles se rapprochent de leur grand-mère plutôt que de Florence, alors que celle-ci ne travaille plus. Elles cherchent et trouvent des jouets dont elles n'avaient pas connaissance. Elles affirment même que c'est le Père Noël qui leur avait amené, ce qui était effectivement le cas du temps de Joanna et Jacqueline. Un jour, les jumelles reçoivent de leur père de vieux jouets de Joanna et Jacqueline entassés dans le grenier. Gillian choisit les jouets appartenant à Joanna et Jennifer ceux de Jacqueline. Les jumelles nomment leurs poupées comme leurs défuntes sœurs les avaient nommées, à savoir Mary et Suzanne. John a les yeux qui brillent d'émotion. Florence, elle, lassée, lève les siens au ciel. Cependant, n'en déplaise à Florence, les coïncidences se multiplient. La famille Pollock décide de passer le week-end à Hexham pour visiter les sœurs de John. C'est donc la première fois que les jumelles se rendent là-bas. Dans la voiture, Gillian et Jennifer n'ont qu'une hâte, aller au parc près de l'église et jouer au balançoire. Au moment où elles passent dans la rue où le drame a eu lieu, Florence entend les deux fillettes en train de parler à voix basse. Elles parlent de la voiture qui les a renversées à cet endroit et elles évoquent des détails particulièrement précis. Je ne veux pas que ça arrive à nouveau. C'était horrible. Mes mains étaient pleines de sang, tout comme mon nez et ma bouche. Je ne pouvais pas respirer. Ne me rappelle pas cette histoire, rétorque Gillian. Tu ressemblais à un monstre et quelque chose de rouge est sorti de ta tête, lui répond Jennifer. Les phénomènes s'arrêteront à leurs 6 ans, âge auquel Jacqueline est décédée. Ensuite, les filles eurent une vie totalement normale, jusqu'en 1981. Gillian a comme une série de visions lucides. Elle se souvient avoir joué dans un bac à sable de la ville à Hexham. Le cas des jumelles Pollock en a intéressé plus d'un, étant présenté comme l'une des preuves de réincarnation les plus convaincantes. Avec l'accord et l'engouement de John, bien sûr, le professeur et psychiatre Ian Stevenson s'est penché sur leur cas. Il a étudié la réincarnation chez les enfants qu'il jugeait mieux que les adultes réincarnés. Selon lui, plus susceptibles d'être influencés par des facteurs externes. Les enfants, eux, sont spontanés et non conditionnés. Le docteur Stevenson a étudié Gillian et Jennifer de 1964 à 1985. Il a noté que les jumelles semblaient avoir pris la personnalité de leur sœur aînée et a conclu que cette affaire dépassait l'explication rationnelle. Stevenson est mort en 2007. Il a étudié 210 cas d'enfants comme les jumelles, écrit plusieurs livres, dont un appelé « Les enfants qui se souviennent des vies antérieures, une question de réincarnation », dans lequel il décrit pas moins de 14 cas de réincarnation, dont celui des jumelles Pollock.